Bonjour à tous, je m'appelle Nathanaël Demacon et aujourd'hui je vais vous présenter comment créer un compilateur avec les bibliothèques LLVM et Intel. Pour commencer, on va se poser la question, qu'est-ce qu'un langage de programmation? Un langage de programmation, d'un point de vue d'un ordinateur, c'est avant tout une simple suite de caractères. Donc là on parle vraiment de la base d'un langage de programmation sans surcouche. À la base, on écrit juste du texte dans un fichier. Et ce texte, d'un point de vue d'un ordinateur, n'a pas de sens. Ensuite, un sens est donné à cette suite de caractères. Ce sens est avant tout donné par le développeur qui écrit justement le code en utilisant ce langage de programmation. Et enfin, c'est une suite d'instructions à exécuter sur la machine. Donc, par exemple, si on a envie d'afficher du texte dans la console, on utilisera par exemple la fonction printf en C, ce qui enverra les instructions nécessaires pour afficher le texte voulu dans la console. Pour générer un code compréhensible par la machine, on va faire ce qu'on appelle une compilation. Donc une compilation, ça va être différentes étapes qui vont partir du langage écrit par le développeur, enfin du code plus précisément écrit par le développeur dans le langage de programmation en question, pour ensuite amener au code compréhensible par la machine. Donc, pour commencer, un compilateur va faire une analyse lexicographique du code entré par l'utilisateur, par le développeur plutôt. Cette analyse lexicographique va consister en la découpe des différents symboles du langage. Pour prendre un exemple, si on a un nombre plus un autre nombre, donc imaginons 5 plus 6, de base, l'ordinateur ne sait pas quoi est quoi. Il va juste lire 5 plus 6 comme une chaîne de caractères, et l'analyse lexicographique, elle, va dire 5 plus 6, c'est l'ajout d'un nombre plus un autre nombre. Et en fait, c'est cette classification qui est importante. On va revoir ensuite un peu plus en détail. Ensuite, nous avons l'analyse syntaxique, qui, elle, va s'appuyer sur l'analyse lexicographique pour générer une structure de données, ce qui ensuite nous facilitera l'étape suivante, qui est l'analyse sémantique, c'est-à-dire la déduction des types, tout ce qui est allocation de variables, tout ce qui est calcul, génération d'instructions, tout va être fait au niveau de l'analyse sémantique. Nous, dans notre cas, on va utiliser LLVM. Donc, LLVM, pour fonctionner, utilise ce qu'on appelle une représentation intermédiaire, qui va se placer entre le langage de programmation voulu et le code machine, d'où le terme intermédiaire. Et c'est ce langage qui va nous permettre ensuite de générer le code machine. C'est concrètement, on le verra après, c'est concrètement un assembleur un petit peu simplifié. Et finalement, pour terminer les étapes d'une compilation, on finira par la génération du code machine et la création d'un exécutable. Donc, on va entamer l'analyse lexicographique. Alors, qu'est-ce que l'analyse lexicographique? Eh bien, c'est un découpage et une classification des caractères, donc ou plutôt des suites de caractères, de notre texte, ou plutôt de notre code. Donc, on va les classifier en symboles. Ces symboles, comme je l'avais dit plus tôt, seraient par exemple, dans le cas d'une addition simple, 5 plus 2, 5 sera classifié comme nombre, plus comme le symbole addition, et le second chiffre comme un autre nombre. Et en fait, grâce à cette classification, on va simplifier et préparer à l'analyse syntaxique. Car dans l'analyse syntaxique, on va lui donc indiquer la syntaxe, et en fait on ne pourra pas dire je veux, il faut un moyen de pouvoir lui demander ici je veux un nombre. Si je veux une addition, par exemple, dans mon analyse syntaxique, je veux qu'une addition, ce soit un nombre
le symbole plus, et un autre nombre. Donc, l'analyse lexicographique va permettre de classifier chacun des nombres pour ensuite faire de l'analyse syntaxique dessus et juste demander un nombre au final. On va prendre comme exemple let A est égal 1 plus 2 fois 3. Donc c'est-à-dire une déclaration de variable qui est assez compréhensible dans pas mal de langages. Mais là, actuellement, on se dit juste que c'est du texte. Un simple texte. Donc là, l'ordinateur lit ça, il dit bah c'est cool, c'est du texte. Nous, on va ensuite utiliser un teller pour lui passer une grammaire, et cette grammaire va nous générer justement la suite de symboles. Donc la grammaire est la suivante. Donc on a bien sûr les symboles de base, let, le signe plus, le signe multiplié, ainsi que le signe égal, que l'on nomme, et le nommage est très important car c'est ce qu'on va utiliser ensuite dans nos règles de syntaxe. Et ici, nous avons name et number, et on peut voir qu'on utilise des expressions régulières. Donc, dans le cas actuel, on dit que un nom, c'est tous les caractères compris entre A et Z, minuscule ou majuscule, et un underscore, donc ça c'est pour le premier caractère, et ensuite on autorise 0 ou une infinité de caractères compris entre A et Z, majuscule et minuscule, de nombres compris, de caractères plutôt, il faut voir ça comme des caractères, de caractères compris entre 0 et 9, et d'un underscore. Tout ça en infinité, et ça peut être n'importe lequel de ces choix. La même chose pour le nombre, où un nombre va commencer par un caractère compris entre 1 et 9, et ensuite pourra être continué de 0 une infinité de caractères compris entre 0 et 9. Ce qui nous ressort la suite de symboles que l'on voulait. Et donc, cette suite de symboles, on va voir juste après comment on va l'utiliser. On va passer à l'analyse syntaxique. L'analyse syntaxique constitue la fabrication d'un arbre syntaxique abstrait, aussi dit AST, qui est au final une structure de données qui représente notre code selon les symboles et les règles de syntaxe qu'on lui aura données. Ça permet aussi de faciliter l'analyse sémantique, donc qui sera la génération ensuite des instructions processeurs, ou dans notre cas, des instructions à l'LVM. Reprenons la sortie de notre analyse lexicographique. Donc ici on a notre code, comme tout à l'heure, let A est égal à 1 plus 2 fois 3, et maintenant on a les informations de chaque symbole, on a leur classification. Donc on a let, non pas A mais un nom, égale un numéro, add un numéro, mul un numéro. Et grâce à cette classification, on va créer des règles de grammaire. Donc là, dans notre cas actuel, qu'est-ce qu'une déclaration de variable et qu'est-ce qu'une expression, pour ensuite pouvoir générer un arbre. On remarque notamment que la gestion de la précédence est gérée par rapport à l'ordre de nos règles. Donc là, une multiplication, juste ici, une multiplication est définie avant une addition, ce qui donnera l'avantage de précédence de l'opérateur multiplication sur l'opérateur addition. On a aussi une deuxième chose, c'est que on les a tagués. Le tag va permettre ensuite, dans le code, de décider si une expression est une multiplication, si une expression est une addition, si une expression est un nombre littéral. Donc on verra après lors de l'implémentation en C++. Dernière chose, on remarque que les règles d'analyse lexicographique en unteller, donc là c'est le langage unteller qu'on utilise, ou plutôt EBNF. Donc les règles d'analyse lexicographique
sont écrites en commençant par une majuscule. Et les règles d'analyse syntaxique sont écrites en commençant par une minuscule. C'est très important. Et si on ne respecte pas ça, bah, du coup, le langage va changer de sens. Donc voilà, à partir de cette grammaire, il va nous générer un arbre. Cet arbre, déjà, est déjà plus simple à comprendre pour l'ordinateur, car il permet de résoudre facilement la précédence, et surtout, il permet de faire de la récursion sur, par exemple, dans notre cas, les expressions. Donc, dans le cas d'un... Enfin, en fait, après, on va implémenter un visiteur, et dans ce visiteur, justement, on va parcourir les expressions de façon récursive. Donc, on va commencer par... Voilà, on est à la base à la déclaration. Ensuite, on va rentrer dans l'expression. Dans cette expression, comme j'avais dit tout à l'heure, on va savoir, donc dans le cas actuel, que c'est une addition. D'abord, on va récupérer l'expression gauche. L'expression gauche, on sait que c'est un nombre aussi, car on a l'information. On récupère le nombre et on le remonte, on le renvoie en retour de fonction. Comme ça, l'expression parente récupère le nombre en question. Ensuite, on va passer à l'expression de droite. L'expression de droite, on sait que c'est une multiplication. Donc, on va commencer par l'expression de gauche. L'expression de gauche, il sait que c'est un nombre. Donc, hop, il récupère le nombre, il le renvoie. Et même chose avec l'expression de droite. À partir de là, il va du coup remonter au niveau de la multiplication. Il va exécuter, ou plutôt générer dans notre cas, les instructions nécessaires au moment de la compilation pour faire la multiplication. Et va renvoyer le résultat. Ensuite, l'expression d'addition va faire la même chose, avec le résultat de l'expression de multiplication. Puis le renvoyer. Et c'est donc là qu'on va avoir dans la déclaration, dans la fonction de déclaration, la valeur de l'expression de notre variable. On peut voir aussi qu'on a son nom, donc on peut ensuite stocker la variable dans la mémoire avec son nom. On va donc passer à la génération des instructions avec LLVM. Depuis le début de cette conférence, je vous parle de génération d'instructions. Cette génération d'instructions va être des instructions LLVM, que l'on va voir ensuite. Donc qu'est-ce que LLVM ? LLVM va permettre la génération du code machine pour plein de types d'architecture sans grand effort de notre part. Donc c'est la bibliothèque qui va automatiquement gérer la création de fichiers objets, qui ensuite nous permettront la création d'exécutables. Mais pas que. LLVM permet aussi l'optimisation des instructions CPU, comme par exemple si on n'utilise pas une variable, il n'y a aucune raison qu'elle existe dans notre code final, sauf si on spécifie qu'elle doit exister, mais dans la plupart du temps, c'est pas le cas. Ou par exemple, si on décide de faire une addition, il peut optimiser l'addition pour le précalculer au moment de la compilation. Et tout ça, LLVM le fait automatiquement. LLVM permet aussi la compilation just-in-time, c'est-à-dire compiler à la volée sans générer un exécutable, où il va juste exécuter les instructions qu'on lui demande. Toujours avec l'optimisation qu'il y a derrière. Dernièrement, LLVM dispose d'une API pour différents langages de programmation. Donc LLVM est disponible en JavaScript, en Java, en C#, en C++, bien évidemment, étant donné que c'est ce qu'on va utiliser dans ce cours, et dans plein d'autres langages de programmation. Quelque chose d'intéressant aussi à savoir sur LLVM, c'est que énormément de langages de programmation compilés utilisent LLVM, ou si c'est pas LLVM, ils le font avec d'autres outils.
La plupart du temps, c'est LLVM. Je pense par exemple à Rust. Donc, LLVM, je vous avais expliqué au début qu'il y avait un langage intermédiaire pour LLVM. Ce langage intermédiaire, on va le voir. Et par exemple, on va voir quel langage intermédiaire est généré pour la fonction en C suivante. Donc, on a une fonction simple, donc une fonction main, qui a ses arguments classiques, c'est-à-dire argc et argv. Et ensuite, dans le corps de cette fonction, on initialise une variable i auquel on affecte 5, puis on appelle printf, où on va demander à afficher i. Et enfin, on retourne 0. Donc, on va, pour afficher les instructions LLVM de ce code C, on va utiliser clang, qui est le compilateur de LLVM, qui a été fait par LLVM, par l'équipe de LLVM. Et donc on va utiliser cette commande qui est clang, le paramètre "-s qui permet de désactiver le linking et donc la création d'exécutables, "-f no discard value names qui va permettre d'afficher dans le code LLVM, enfin dans le code intermédiaire d'LLVM, va permettre d'afficher le nom de nos variables. Sinon c'est pas le cas, il les affiche comme des numéros, il les retire. Le nom du fichier dans lequel est stocké notre code, -emit LLVM qui va instruire ces langues de nous faire une sortie en format LLVM, et enfin la sortie, le fichier de sortie. Dernier paramètre et le plus important, c'est -o0. Ce paramètre va nous dire je veux que j'active l'optimisation au niveau 0. Concrètement, c'est je désactive l'optimisation. Donc nous, vu ce qui nous intéresse, c'est de voir clairement quelles instructions sont faites, on désactive l'optimisation. Voilà la sortie de cette fonction. La sortie de cette commande. Donc, on va voir après un peu plus en détail, mais déjà, je pense que si c'est la première fois que vous voyez ce langage, vous vous dites ça fait beaucoup là, non? Donc, on voit quand même, si on regarde bien, des choses qui paraissent logiques. Un exemple, la variable i est déclarée ici. On fait une allocation de 32 bits dans la mémoire. Plutôt l'allocation d'un type i32. i32 étant un type compris dans LLVM. Donc i est alloué ici. Ensuite, plus bas, on peut voir que l'on stocke la valeur 5 dans le pointeur i. Pourquoi il dit le pointeur? En fait, quand on fait une allocation d'une variable, cette variable va se retrouver dans la mémoire. Et c'est donc logique qu'elle ait un pointeur, ce qui nous permet notamment de faire des références, par exemple. Si on avait envie de faire un langage qui contient des références et que je voudrais faire une référence à i, on copierait le pointeur de i. Et donc c'est pour ça c'est déjà utile, et c'est aussi logique d'avoir i en tant que pointeur. Derrière, nous on ne le voit pas quand on écrit du C, car c'est le compilateur qui va gérer ça tout seul. Mais derrière, voilà, c'est un pointeur. Donc on stocke voilà, dans la valeur du pointeur, enfin dans l'emplacement mémoire plutôt, on va stocker 5. Et derrière, si on veut récupérer la valeur, et donc on va la charger, on est obligé de dire je récupère la valeur du pointeur. Et donc là, ici, on va dire je charge un i32, donc un entier de 32 bits, depuis i, qu'on va stocker dans %0. Donc ça, c'est LLVM qui nomme automatiquement les variables qui n'ont pas de sens d'être nommées, tout simplement. Et ensuite, plus bas, on appelle la fonction printf qui est déclarée ici, qui est donc juste déclarée comme étant un prototype. Et ensuite, c'est au moment du linking, donc après la compilation, où la fonction va être rajoutée à notre code source, à notre code assembleur. Mais actuellement, c'est juste voilà, une déclaration, un prototype. Donc printf, il est appelé
En récupérant le pointeur de la constante %d anti/n, donc tous les strings sont mis en tant que variable globale dans LLVM. Donc ici, il faut récupérer le pointeur de cette variable globale pour ensuite pouvoir la passer en paramètre. Et puis il passe tout simplement la valeur de i, comme en C. On va voir un autre exemple. Là, je vous ai dit que j'ai désactivé plutôt l'optimisation. Maintenant, on va activer l'optimisation en la mettant à fond, c'est-à-dire optimisation de niveau 3. Qu'est-ce qui nous renvoie? Déjà, c'est un code beaucoup plus compact. Donc, on se souvient que le langage intermédiaire, enfin la représentation intermédiaire, c'est la description des instructions processeurs qui vont être passées lors de la génération du code machine. Donc là, on voit déjà qu'il y a beaucoup moins d'instructions processeurs que dans notre code non optimisé. Ce qu'il a fait, LLVM, c'est qu'il a rajouté, donc déjà il a retiré toutes les variables qui ne servaient à rien, et surtout, il a rajouté plus d'attributs à nos fonctions, à nos appels de fonctions, tous ces attributs qui permettent encore plus d'optimisation CPU lors de la génération du code machine. On peut aussi voir que i, la variable i, il l'a tout simplement retirée pour la simplifier et juste mettre sa valeur dans le paramètre de printf. Donc là, on a quand même une énorme amélioration, et ça, LLVM le fait tout seul, on n'a pas besoin de l'aider pour optimiser notre code. Donc maintenant, on va implémenter ce qu'on appelle un visiteur, qui va venir parcourir l'arbre généré par LLVM qu'on avait vu tout à l'heure. Vous vous souvenez, l'arbre syntaxique abstrait. Et en parcourant cet arbre, on va générer les instructions LLVM vues précédemment dans la représentation intermédiaire. Pour commencer, tout à l'heure, le lexeur et le parseur, les règles plutôt, d'analyse lexicographique et de syntaxe que l'on a écrites doivent être transformées pour être compatibles avec le C++ et avec l'API NTLR pour le C++. Pour ça, on va exécuter la commande suivante, qui va donc lancer NTLR, donc NTLR qui est un logiciel fait en Java, d'où le fait qu'on est obligé d'exécuter son jar. On va dire qu'on veut générer, pour le langage C++, on va désactiver le listener, et on va générer un visiteur. Nous, c'est ce qui nous intéresse. On va le sortir dans le dossier runtime. On pourrait le nommer comme on veut, là c'est juste comme ça, on l'appelle runtime. Et on va passer les fichiers footlexer.g4 et fooparser.g4. Ces fichiers peuvent être nommés comme vous le voulez. Il y a juste la partie lexer et parser qui sont importantes. Sinon, foo, ça va être juste pour la démonstration. Et donc, ce sont les règles de grammaire que l'on a implémentées au tout début lors de l'analyse lexicographique et de l'analyse syntaxique. Cette commande nous ressort les fichiers suivants. Donc, hormis le visiteur, il va nous ressortir dans le runtime plein de fichiers écrits en C++ pour qu'on puisse justement les implémenter et les utiliser. Donc ça va être des structures qui vont représenter nos règles de grammaire. On peut aussi voir qu'ici, il y a un fichier visiteur.hpp qui a été créé, et c'est ce qu'on va implémenter dans la slide suivante. On va commencer par implémenter le constructeur de ce visiteur. Donc on aura besoin de certaines informations pour générer des instructions à LLVM, et surtout certaines structures. Déjà pour commencer, on va implémenter le header IRBuilder. Donc ce header va comprendre toutes les structures ainsi que toutes les méthodes dont on a besoin pour générer du code LLVM.
Donc on a un simple header qui voilà, nous facilite tout le travail. Ensuite, on va venir créer un contexte. Donc on a besoin d'un pointeur pour ça. On va utiliser un pointeur unique pour qu'ensuite il soit désalloué, à la fin de notre programme. Ce contexte va stocker les informations des types uniquement de notre code LLVM. Ce contexte va être utilisé pour créer le module. Le module, donc on lui passe en paramètre le chemin, donc le chemin qui va être le chemin de notre code, de notre point d'entrée, ainsi que le contexte. Et donc ce volume va permettre le stockage des fonctions, des variables, des constantes, d'à peu près tout ce qui constitue le langage intermédiaire de... la représentation, intermédiaire de LLVM. Et pour finir, on va utiliser le ER Builder, qui va nous permettre de faciliter la création d'instructions LLVM, et vraiment de la faciliter énormément. On va le voir par la suite. On va donc implémenter notre première fonction de visite. Donc comme j'avais expliqué tout à l'heure, les fonctions vont s'appeler elles-mêmes récursivement. Pour ça, d'abord, il faut les implémenter. Donc on va commencer par implémenter l'expression de nombre. Donc on l'implémente de cette façon, où déjà ce qu'on peut remarquer, c'est que le contexte, ici on a un contexte qui est passé. Le contexte est donc une classe qui a été générée par le code qu'on a écrit, la commande que l'on a inscrite tout à l'heure pour générer les fichiers untlr4, pour le C++ bien sûr. Donc on aura inclus le header aussi le header fooparser.h. Et donc c'est ce contexte, le number littéral expression contexte, qui sera passé en paramètre de visite littéral expression. Donc ensuite, c'est nous, dans notre code, on va appeler visite number littéral expression. On va le voir ensuite. On peut voir que ici, on récupère le texte du nombre et que on le transforme en un type long. Donc on a besoin de cette valeur en long pour ensuite le passer plus bas, ici, à l'LVM et lui dire « crée-moi une constante » avec un type qui est plus haut. Le type ici, on aura choisi un entier de 64 bits juste pour la simplicité de la démonstration. Ça pourrait être bien sûr d'autres types, notamment un int de 32 bits ou de 16, ou encore même un flottant, un type de nombre flottant. Mais ici, ce sera juste 64 bits pour la démo. Et donc ici, la constante, donc avec le type, la valeur qui est en nombre, et le true signifie que le nombre sera signé. Et on le retourne. Et ici, on peut voir que le type de retour est un LLVM value, un pointeur de LLVM value. En fait, en LLVM, enfin dans l'API LLVM, toutes les instructions héritent de LLVM value. LLVM value est la base de toutes les instructions que l'on va entrer ou de de tout ce qui a une valeur. Mais c'est-à-dire même les fonctions, les constantes dans notre cas, les variables, il y a énormément de choses qui représentent une value en LLVM. À peu près tout. Donc ici, on renvoie une LLVM value juste pour se simplifier la tâche. Étant donné que LLVM constantine get retourne un pointeur de constante qui dépend de LLVM value. Et ensuite, on le verra, on pourra même comparer et savoir justement si une LLVM value est une fonction, est une allocation de variable, est une constante. Ensuite, nous allons passer à l'addition, à la règle d'addition. La règle d'addition se présente de la manière suivante. On peut remarquer que le nom
de la classe est addition expression contexte, donc le nom de la classe qui a été passé en paramètre, et que addition expression est aussi le nom de notre règle. Donc en fait, until-r4 génère la même classe, enfin le même nom de classe que le nom des règles qu'on lui instruit, ce qui va derrière nous faciliter au final l'écriture de notre code. Ce visiteur, on peut le voir ici, va visiter l'expression, donc récursivement, il va réappeler expression, ce qui va faire concrètement, on a une déclaration ici, cette déclaration appelle une expression. Pour une expression, il va voir dans quel cas c'est. Si par exemple c'est une addition, il va aller sur expression add expression. Et donc, vu qu'il y a expression ici, on va rappeler expression. Et par exemple, si c'est un number, hop, ce nombre sera renvoyé. Et ici, ce sera la valeur de left. Donc, on peut voir qu'on utilise l'index 0, qui correspond donc à la première expression de notre règle. Et ici, l'index 1, qui correspond donc à la seconde expression de notre règle. Donc c'est comme les tableaux dans la plupart des langages de programmation. Dernièrement, tout à l'heure, on avait instancié un IR Builder, et je vous avais dit que ça allait nous simplifier la tâche lors de la création d'instructions à l'LVM. Ici, on en a la preuve, tout simplement pour créer une addition, une instruction d'addition, on va lui dire Builder, crée-moi une addition entre la valeur gauche et la valeur de droite. Et ça y est, l'instruction est créée derrière dans notre représentation intermédiaire, et c'est tout ce qu'on avait à faire. Dans le cas où on aurait eu par exemple des nombres flottants, l'instruction n'aurait pas été la même. Pour les nombres flottants par exemple, la fonction s'appelle createFadd, mais dans notre cas actuel, on utilise uniquement des entiers simples, donc on ne va pas trop s'embêter. Par la suite, on va implémenter la fonction de la règle multiplication-expression. Concrètement, c'est la même chose que l'addition. Donc on a encore une fois le visiteur récursif d'expression, avec l'index 0 et l'index 1. Cependant, cette fois, on va utiliser createMul, qui veut dire create multiplication, grâce à notre builder. Donc encore une fois, c'est très simplifié par l'IR Builder. Donc on passe enfin au tant attendu expression. Depuis tout à l'heure, on utilise des noms ici. On les a nommés, nos règles. On va voir comment est-ce que dans expression, donc dans la fonction visiteExpression que l'on utilise depuis tout à l'heure, on arrive à déterminer quelle fonction de visiteur appeler dans justement le visiteExpression. Pour ça, on va utiliser une fonctionnalité du C++ qui est le Dynamic Cast et qui utilise un principe qui s'appelle le RTTI, qui est le Runtime Type Information. Le RTTI va, pour une classe héritée, une classe virtuelle plus précisément, C++, générer un identifiant, et grâce à cet identifiant, on va pouvoir savoir si un pointeur provient d'une classe précise. Donc, dans notre cas, on a la visiteExpression auquel lui est passé un expression contexte, et derrière, on va faire un dynamic cast du type multiplication expression contexte. Donc là, on demande en fait, est-ce que mon type expression contexte est de type multiplication expression contexte, en passant bien sûr l'objet en question. Si c'est vrai, il va retourner le pointeur qui a du coup été casté dans le type voulu. Si c'est faux, il va retourner nul PTR, donc qui en C++ est l'équivalent de nul dans la plupart des langages. Et donc si c'est nul PTR, la condition, donc là on peut voir qu'on fait des conditions, les conditions ne seront pas complétées si le retour du dynamic cast est nul. Sinon, on récupère la valeur, et ensuite on peut faire un appel au visiteur du type voulu, de la règle voulue.
Et c'est donc comme ça que l'on arrive à déterminer quelles règles utiliser dans le cas où on a plusieurs règles dans une même expression. Et pour finir, on va implémenter la règle de déclaration de variable. La règle de déclaration de variable se fait par la suite. Donc on va avoir une map qui va contenir en clé le nom de la variable en question et en valeur la LLVM value. Donc je vous rappelle que LLVM value va être la base de toutes les valeurs de LLVM. Ici, pareil, donc comme les fonctions précédentes, on va faire une visite de l'expression, donc de notre règle expression ici. On va récupérer son type. Donc, au tout début, on avait utilisé la suite de caractères, la chaîne de caractères. Let A est égal à 1 plus 2 fois 3. Or, dans cette chaîne de caractères, à aucun moment, on a précisé le type de notre variable. Donc, on va faire tout simplement de l'inférence de type dans notre petit langage. Pour ça, du coup, il nous faut le type en question, et ensuite, on va créer une allocation de variable avec LLVM, où le type sera le type de l'expression. Donc, on a create alloca, pareil, builder du coup qui facilite très bien le travail. Create alloca, du type suivant, nullptr étant dans le cas où on voudrait un tableau. Si on voudrait un tableau statique, on passerait un paramètre ici. Nous, c'est absolument pas notre cas, donc on le met à nul. Et le nom de la variable. Donc là, dans let a égale 1 plus 2 fois 3, ce sera a. Ensuite, avec notre builder, on va dire stock-moi, donc create store, stock-moi la valeur value, donc qui va être le retour de notre expression, dans l'allocation de variable alloca, donc qui est le nom de notre variable qui aura comme valeur le retour de create alloca. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il crée deux instructions. Il crée l'allocation de variable et il crée le stockage d'une valeur dans cette même variable. Et ensuite, bon, pour l'instant, on n'a pas dans notre langage, on n'a pas implémenté les variables en mode on va récupérer possiblement une variable. Mais pour la postérité, on va stocker ça dans une table de hash. Dans une map. Et on va le retourner, cette fois de type LLVM alloca inst pour être plus précis. Ça évitera un cast, mais LLVM alloca inst est de type LLVM value, enfin hérite de LLVM value. Donc dans tous les cas, ce sera la même chose. Et enfin, on va voir comment lire un fichier, le passer à NTLR4 pour ensuite appeler les fonctions de visite. Et donc avoir le premier contexte au final de notre code. Pour commencer, on va ouvrir un flux sur le fichier en question, le fichier source en question. Donc, en utilisant pass qui a été passé dans le constructeur de notre visiteur. On va donc initialiser un TLR. On peut voir ici que on génère d'abord un flux en TLR. On initialise l'analyse lexicographique d'un TLR. On initialise ensuite un flux de symboles. Ce flux de symboles qui sera passé à la classe parseur générée par NTLR. Depuis cette classe parseur, ensuite, on pourra récupérer le premier contexte. Dans notre cas, ce sera déclaration. Mais avant, dans tous les programmes, dans tous les programmes ou les langages de programmation, on a besoin d'un main, d'une fonction main, qui sera exécutée par l'ordinateur. Donc on va créer cette fonction main en commençant par son type. Ici, nous déclarons le type de retour en tant qu'un int. Donc on se souvient que à la base c'est int main. Donc le type de retour ce sera un int de 32 bits. Ensuite, le type de la fonction qui sera donc où on va passer le type de retour,
les arguments, ici on n'en a pas, on aurait pu passer argc à argv, mais on n'en a pas la nécessité. Et le dernier argument qui indique si la fonction est un argument variadique ou pas, prend des arguments variadiques. Nous, c'est pas notre cas, on a des arguments fixes, on n'a même pas d'arguments d'ailleurs. Ensuite, on va générer cette fonction. Donc jusque-là, on a juste généré le type de la fonction, même pas le prototype. Là, on va générer le prototype. Pour ça, déjà, on va initialiser une variable linkage qui va indiquer la visibilité de notre fonction par rapport à d'autres bibliothèques. Nous, on le met en external car main doit être en external. Et on va indiquer qu'on veut créer une fonction en lui passant le fameux type de cette fonction, sa visibilité, son nom, donc nous, c'est main, et le module, donc je rappelle, le module qui vient stocker les fonctions, les variables, les constantes, etc. Donc là, on a un prototype pour l'instant. Mais il nous faudrait plus qu'un prototype, il nous faudrait aussi le corps de cette fonction pour ensuite mettre nos instructions de déclaration. Donc, on va créer le corps de cette fonction, que l'on va nommer entry. Donc, exactement pareil, hein, on dit qu'on crée un bloc, on a besoin du contexte, donc on récupère le contexte via le builder, on le nomme entry, et on dit que son parent, c'est fonction. Comme ça, il l'insère directement dans notre représentation intermédiaire. Et ensuite, on va dire, je veux que mon builder soit à partir de ce bloc. Donc en fait, on peut voir ça exactement de la même façon qu'un développeur qui écrit du code dans une fonction. On aura int main, entre parenthèses, les crochets. On va dans les crochets, et là, c'est à partir de là qu'est le curseur, au final, de notre builder. C'est ça, en fait, un builder. C'est un curseur où on écrit du code dedans. À la fin, on a rajouté aussi this builder create thread, donc créer un retour, avec la valeur, donc on récupère une constante, du type de la fonction, et on va retourner 0. Donc on fait juste ça parce que on est voilà, sur un petit langage de programmation, on va juste retourner 0, c'est juste une allocation de variable qu'on va faire. Derrière, on pourra avoir, par exemple, un vrai langage qui, lui, va avoir une règle de parsing retour, et donc là, on va pas le faire ici, on le fera pas ici, on le fera dans un visiteur. Même chose, d'ailleurs, pour la fonction, ou même le bloc. Ça, on pourra le faire dans un visiteur. Et enfin, on va pouvoir appeler notre visiteur de déclaration en lui passant le contexte de déclaration généré par le parseur et récupérer son allocation de variable. Donc là, il va appeler la fonction qu'on a déclarée précédemment, générer toutes les instructions qu'on lui a demandé au final de générer, et récupérer la variable d'allocation, le pointeur d'alloca. Derrière, on pourrait même créer une fonction, voilà, printf, de quelque manière qu'il soit. On pourrait créer tout un langage pour pouvoir développer nous-mêmes printf, ou alors appeler manuellement printf depuis une lib, une bibliothèque qu'on aurait linkée par la suite. Donc là, c'est commenté parce que cette fonction n'existe pas encore. Mais si on voudrait le faire, notre alloca, donc notre allocation de variable, il aurait fallu, comme on avait vu au début avec la représentation intermédiaire, il aurait fallu la charger en précisant non pas le type de cette allocation, car je rappelle, le type est de type pointeur, mais là il aurait fallu préciser le type derrière le pointeur. Donc on précise, je récupère le type et je récupère l'élément derrière le type. Voilà, la valeur, plutôt le type derrière le pointeur, c'est plus clair. Et on passe du coup l'allocation, le retour d'allocation. Et ensuite, on aurait juste à passer print en paramètre. Enfin, on aurait juste à appeler printf et passer en paramètre le chargement de cette fonction.
Voilà. Donc, on peut voir le résultat. Imaginons qu'on ait un code let a est égal à 1 plus 2 fois 3. Sans le printf, ça ressemble à ça. Donc c'est tout à fait ce qu'on attendait. On a ici la fonction main, notre bloc qui s'appelle entry, la variable a qui est une allocation d'un entier de 64 bits, et le stockage de la valeur 7 dans a. Et vous vous dites, mais nulle part on a la valeur 7. En fait, on a généré, quand on avait un nombre, on a généré une constante. Et ce que fait LLVM, c'est quand on écrit des instructions entre constantes, il va automatiquement faire l'optimisation. On ne peut pas aller contre ça. D'ailleurs, ça a du sens au final, car ça ne sert à rien de faire une addition entre deux constantes, le résultat sera le même, peu importe ce qu'il se passe. Donc pour ça, il nous fait le calcul à notre place. Et on peut remarquer que 7, c'est la valeur mathématiquement de cette expression. Donc on a le précédence d'opérateur où ça fait 2 fois 3, 6, et ensuite 1 plus 6, ça fait bien 7. Donc on a la précédence d'opérateur qui est prouvée. Derrière, j'ai mis un exemple avec printf. Donc voilà, ça ressemble à ça avec printf, où on a le petit chargement en plus, le chargement de notre variable, ainsi que l'appel à printf. Donc c'est exactement ce qu'on avait vu au début, sauf que là c'est notre code. Voilà. Si vous voulez, tout ce qu'on vient d'implémenter, vous pouvez récupérer les sources sur ce lien, ou en utilisant ce QR code. Derrière, je vous invite à implémenter votre propre langage de programmation, en vous basant sur ces sources, ou en vous basant sur rien et en recommençant from scratch. Et j'espère vraiment que cette petite présentation de LLVM et Anti-LR4 vous aura plu. Merci.